Bien bonjour à vous et bienvenue dans cette émission qui sera consacrée à la sensibilisation à la gestion des déchets solides et ce sera avec Monsieur Traoré Nazif qui est le responsable de la gestion des déchets solides du côté de la NASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Voilà, j'y arrive. Alors, bienvenue encore une fois à vous, très chers téléspectateurs. Merci de prendre le cap avec nous aujourd'hui. C'est jeudi, vous le savez, je me fais toujours entourer par les mâles. Ils sont encore là pour m'accompagner. En ce qui concerne l'émission de ce matin, je suis avec, bien entendu, Jacques et Ézéchiel, à qui je dis bonjour. Bonjour Blanzine. Comment vous allez? Pas entouré de mots, ça va. Si ce sont les mâles, ça va. Si ce sont les mâles, c'est bien. Bonjour, bonjour Jacques. Bonjour. Ah, mais Jacques qui est... Je reviens, non, t'as fini, je reviens. Ouais, Oh, tu me connais. Ok, excuse-moi. Bonjour à nos chers amis. Je me sens très agressé ce matin, mais bon, ça va, j'espère que vous allez bien. Que, voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de partager encore ce début de journée voilà, avec vous. Voilà. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Bonjour Jacques. Je ne sais pas pourquoi. Je te dis bonjour. Je te dis bonjour. C'est la guerre. Bonjour Jacques. Jacques, bonjour. Tu annonces très bien les couleurs du 8 mars déjà. Blandine, comment tu vas? Jacques, bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Je vais très bien. Ça va. Ça va. Ça va. Donc on peut faire ça. Je t'explique quelque chose, tu Explique. vois. Tu aimes expliquer les choses, explique. Il y a certaines personnes qui aiment vivre ou encore passer comme le vent. C'est-à-dire que quand le vent passe, il ne laisse pas de traces. Voilà. Donc Jacques aime passer comme le vent. C'est Bayani. Ni vu ni connu. Mais je t'aurai. Je t'aurai. Donc, pour ce qui est du reste, c'est que c'est entre nous. Et puis, je voudrais dire un bonjour particulier à toutes ces personnes qui ont rendu la journée spéciale. À Jacques, hier. Un bonjour particulier à une personne qui se connaît très bien. Un bonjour particulier. Genre, c'est dans mon émission, il fait ça. Bon, tout ça là, c'est trop. Tu as fini de dire, pardon, faut dire bonjour aux téléspectateurs, on va avancer. Bien, bonjour au plateau du bien-être qui, en tout cas, Ézéchiel qui s'est fait le ténor, donc pour me souhaiter tout le meilleur. Il est content. Ça fait plaisir. Alors, je n'oublie pas toute l'équipe de la rédaction et tout le monde. Donc, merci à ses proches qui ont rendu la journée si spéciale. Ce n'est qu'une partie remise, d'accord? Je pense que le week-end, on va bien se trémousser. Ça me va. C'est la phrase que j'attendais pour pouvoir bien faire cette émission. Seigneur. Merci, mon frère. Sinon, le week-end, là... Je serai accessible le week-end. Sinon, pour ce qui est du reste, on se confie à Dieu. C'est la maturité maintenant. Donc... on va faire les choses en grand. N'est-ce pas? On espère que le téléchargement aussi est monté avec l'âge. Ah bah oui. Le téléchargement est monté en même temps 40%. Non mais là, c'est gâté. Jacques, genre de 15% à 40%. Mais tu as percé. Oh, félicitations. Merci. Oh, félicitations mon frère. Félicitations. Entre toi, tu es toujours au 20%. Tu veux pas sur ton frère. C'est mon grand frère. Donc il peut être devant, c'est pas grave. Alors, merci d'être là, très chers téléspectateurs. Et moi, j'ai un message ce matin à l'endroit des personnes qui conduisent des engins. Parce que en venant au boulot ce matin, j'ai assisté à un accident. Franchement, c'était genre, c'est un truc qui pouvait être évité si les deux personnes avaient pris le soin de respecter les feux tricolores. Donc, ce matin, j'exhorte toutes ces personnes-là qui conduisent des engins de respecter les feux tricolores. Les feux tricolores ne sont pas mis là-bas juste pour orner les routes. S'il vous plaît, c'est très important. Parce que ce à quoi j'ai assisté ce matin, on pouvait l'éviter. C'est important. C'est mon message de ce matin pour vous. Voilà.
Il y a quand même un message. Il y a des messages au niveau des feux tricolores là. Je me demande si les gens prennent le soin de lire ça. Franchement. Il faut d'abord qu'ils s'arrêtent pour lire. Justement. Il faut d'abord qu'ils s'arrêtent pour lire. C'est déplorable, voilà. Hein. Franchement, c'est... Moi, ce qui fait, c'est que c'est l'innocent qui vient parfois payer les frais. C'est ça. Respectons l'entourage. Qui est prudent, qui essaie justement de respecter tout ça. Ben, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté, qui va venir te ramasser. C'est malheureux, mais bon. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit vigilant par rapport à ça. C'est important. Voilà. Maintenant, on peut y aller avec la causerie de ce matin. La causerie nous dit ceci. Que pensez-vous de l'e-commerce? C'est-à-dire avantages, inconvénients, toutes ces choses mélangées. Alors moi j'ai un avis tout de suite très mitigé par rapport au sujet parce que je pense du bien de l'e-commerce, mais je pense aussi du moins bien du e-commerce, parce que voilà, on peut déjà commencer à dire que l'e-commerce aujourd'hui c'est un aspect de la chose qui révolutionne un peu, qui permet aux gens de pouvoir faire beaucoup de choses voilà, qu'on ne peut pas faire peut-être parfois physiquement. C'est difficile physiquement par exemple de tenir plusieurs boutiques, mais avec l'e-commerce c'est facile de tenir plusieurs boutiques en ligne par exemple. Ça dit que c'est en 2-3 clics pour basculer d'une boutique à l'autre. Ça vous permet de pouvoir ne serait-ce que gérer les finances de chaque boutique en ligne, mais aussi de pouvoir gérer les commandes, gérer comment dit-on, les livraisons aussi de ces commandes là. Donc ça fait que c'est pratique. Il y a un autre côté qui fait que avec l'e-commerce d'aujourd'hui, vous êtes par exemple capable d'être ici, d'acheter par exemple en Chine, d'acheter en Thaïlande, en Europe, en Amérique, et se faire livrer ici au Togo. Donc voilà, ce sont des avantages que l'e-commerce présente aujourd'hui. Bon, il y a une autre forme d'e-commerce aujourd'hui aussi qui ne dit pas que son nom, c'est nos statuts WhatsApp par exemple, où aujourd'hui nos amis qui sont voilà, des commerçants de certains articles, voilà, ça donne à poster sur leur statut WhatsApp plusieurs articles pour permettre à leurs contacts de pouvoir peut-être s'en procurer s'ils le voulaient. Ça, c'est un autre aspect de la chose qui fait que voilà, ça, disons que ça rend le commerce plus proche des gens. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément le temps de se rendre au marché peuvent rapidement sur Internet aller chercher des articles et pouvoir se procurer ces articles-là et voilà, facilement se faire livrer ou encore peut-être aller les chercher après, ou même demander à ce que quelqu'un aille leur chercher tout simplement. Donc voilà, c'est l'aspect de la proximité et de la facilité de gestion qui retient aujourd'hui mon attention et qui me fait dire que parfois l'e-commerce peut voilà, être très avantageux pour les personnes qui non seulement l'utilisent ou encore les personnes qui pratiquent ce type de commerce, parce que ce sont des personnes qui sont derrière ces boutiques et ces statuts WhatsApp par exemple en ligne. Maintenant après, il y a un autre aspect qui ne dit pas son nom aussi, qui est très dangereux, notamment les arnaques, les escrocs, qui aussi profitent de cette nouvelle technologie pour pouvoir extorquer de l'argent aux personnes. Si je prends par exemple quelqu'un qui est ici au Togo et qui veut peut-être se procurer une voiture en France, une voiture d'occasion en France par exemple, ben aujourd'hui il y a tellement d'arnaqueurs qui ont des boutiques en ligne, bien qui font des ventes en ligne avec une certaine crédibilité, et qui fait que voilà, dès que vous tombez sur voilà, ces genres d'annonces ou bien d'articles, vous dites que peut-être c'est une occasion de pouvoir rapidement acheter un véhicule, bien acheter un article et pouvoir le ramener ici, parce que bon, on sait que généralement on préfère certains articles de l'autre côté. Donc ces personnes qui sont dans le même pays que vous vont créer des sites en ligne dans le pays où vous voulez faire vos achats et facilement vous tendent un piège. On va vous demander peut-être pas forcément de solder la totalité du prix de l'article, mais peut-être de faire un acompte, voilà, de payer une certaine somme d'avance avant de pouvoir vous faire livrer puis payer la suite. Et malheureusement, certains n'arrivent pas à pouvoir déceler, avoir le flair de déceler par exemple les petites arnaques là, c'est-à-dire que savoir que si peut-être le prix parfois est trop bas aussi, c'est que voilà, il y a anguille sous roche, ou encore avoir la présence d'esprit de pouvoir faire vérifier par quelqu'un qui est sur les lieux la véracité justement de l'article, ou bien encore
de ce qu'on propose en ligne avant de les acheter. Donc voilà, je pense que c'est un aspect qui aujourd'hui fait beaucoup débat, qui fait aussi beaucoup parler parce que plusieurs personnes ont été victimes d'arnaques et d'escroqueries via les ventes en ligne ou encore les boutiques en ligne. Donc c'est l'aspect qui reste le plus dangereux, des gens qui ont perdu énormément d'argent. Donc voilà, je pense que c'est en ça qu'aujourd'hui il faut faire très attention et trouver justement des systèmes ou bien des moyens pour contrer ou bien pour contrôler ce type de système pour que les personnes n'en soient pas victimes. Je m'arrête là pour le moment parce que il y a tellement de choses à dire vraiment sur ce type de commerce là, le commerce en ligne. Alors Jacques. Merci. J'ai pris le soin de bien suivre Ezekiel. Et de mon côté, je ne dirais pas que la vie est mitigée. Mais on dit que pensez-vous de l'e-commerce? Moi, je dirais l'e-commerce est une très bonne chose. L'e-commerce est une très bonne chose en ce sens où aujourd'hui, nous sommes dans un univers qui est digitalisé. Et ici, avec l'Internet, le monde est devenu un village planétaire, un petit village qui peut quand même, comment il va dire ça, un petit village qui facilite les fluctuations, les transactions, les échanges et tout. On est devenu, on a le monde à sa portée. Je dirais qu'avec l'e-commerce, c'est pareil. Et quand je prends ces 3 dernières années, je dirais que l'e-commerce occupe une place prépondérante dans l'économie. Et même dans le quotidien de l'être humain. Et maintenant, avec l'e-commerce aujourd'hui, lorsque je n'ai pas la possibilité de me déplacer pour faire des achats, facilement, je peux me faire livrer chez moi. Il n'y a pas que les articles en ligne, c'est-à-dire quoi, les bracelets, les articles, les bijoux, mais il y a également les ingrédients, comment je vais dire ça, les articles que nous avons besoin pour la cuisine. Oui, quelqu'un peut me livrer des tomates, du yadémé, je sais pas, du poisson et tout. Je peux faire le marché depuis mon téléphone portable et me faire livrer. Et ça, je dis, c'est bien. Et puis, avec l'e-commerce, facilement, je peux mettre également mon article en ligne et quelqu'un d'autre peut s'intéresser et l'acheter. Je commercialise ma marchandise en ligne. Et puis, avec l'e-commerce, l'autre partie intéressante aussi, c'est que je peux avec mon ordonnance, le mettre à disposition d'une pharmacie et acheter les produits. Aujourd'hui, il y a ça, j'ai vu ça sur une plateforme. Mon ordonnance, je peux envoyer l'ordonnance et me faire livrer les produits dont j'ai besoin. Et moi, je dis, ce sont des avancées parce que aujourd'hui, tout est numérique et il est bien quand même qu'on fasse ce pas-là. Et quand on prend le numérique, je dirais, les insuffisances sont peut-être à l'image de la digitalisation des mots dont souffre la digitalisation ici, chez moi par exemple. Parce que même quand on prend les recettes, aujourd'hui les recettes, on essaie même de digitaliser la collecte de ces recettes-là. Et quand on prend ces insuffisances, c'est la même chose au niveau du e-commerce. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire que il faut à un moment donné essayer de réglementer le secteur. C'est ça le problème. Essayer de réglementer le secteur et il faut des instances qui arrivent à réglementer le secteur, à assainir le secteur. Et quand je prends par exemple le ministère de l'économie numérique, je pense qu'il est tout de suite touché, en tout cas pointé du doigt, pour arriver à assainir le secteur. Quand aujourd'hui on parle d'assainissement du secteur, c'est parce que à un moment donné, il y a certains esprits véreux qui sont venus polluer le secteur. C'est eux qui rendent mon avis mitigé. C'est eux qui rendent mon avis mitigé parce que on sait que la plupart des personnes qui veulent faire affaire aujourd'hui à de grandes échelles sont pratiquement obligées de passer par l'e-commerce parce que si vous voulez, disons, élargir votre espace de commerce ou encore élargir votre espace de clientèle, vous êtes pratiquement obligé aujourd'hui de faire de l'e-commerce.
Parce que si vous voulez rester ancré dans votre territoire, à faire quelque chose qui est rien que physique ou rien que voilà, article, boutique en ligne, ça peut marcher, mais ça ne va pas marcher autant que si vous êtes à grande échelle que vous ouvrez sur les autres pays. Oui. Et c'est là, le monde évolue. Et c'est là que les personnes aujourd'hui qui n'ont pas de bonnes intentions polluent justement, comme Jacques le dit, ce secteur-là. C'est ça qui rend mon avis mitigé parce que on peut dire que l'e-commerce est une avancée, oui, on est d'accord que faire en ligne c'est bien, mais le fait qu'ils existent rend en tout cas, met le risque ou le danger qu'une personne ou une autre se fasse arnaquer. C'est ce que je dis. Ouais. Sinon, on est tous d'accord que l'e-commerce, c'est une très belle avancée. Le danger existe partout. Le danger existe partout parce que quand je prends un coin que nous connaissons tous bien à Lomé ici, où on vend tout ce qui est articles, de la téléphonie et autres, ils ne font pas du e-commerce. Mais j'avoue que quand tu vas là-bas, on peut te vendre du faux pour du vrai. Ah oui. Les gens rentrent même à la maison avec des briques à la place des téléphones. Moi, je pense que dans ce secteur-là, c'est-à-dire que là où vous rendez physiquement dans une boutique, je pense que je ne veux pas dire que le temps est partagé, mais je pense que c'est parce que vous ne faites pas assez preuve de vigilance. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que sur Internet, on peut tout rendre beau. Tout peut être rendu beaucoup plus beau que en réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes en face à face, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez palper la marchandise pour savoir exactement ce que vous prenez. Mais sur e-commerce, vous ne pouvez pas palper la marchandise. Vous devez faire confiance à la personne qui vous propose la marchandise. Presque. Alors, ce que moi je voudrais dire par là, c'est pour dire que des deux côtés, il y a un minimum de risque. Même si au niveau de l'e-commerce, le risque est plus grand. Oui. Maintenant, moi, je pousse la réflexion plus loin pour dire quel est le profil de l'e-vendeur. Quel est son profil? Est-ce que cette personne-là s'est fait enregistrer? Est-ce que cette personne a peut-être sa carte CFE? Est-ce que cette personne-là est vraiment reconnue pour que, en cas de litige ou peut-être en cas de quelque chose de litige, je puisse poursuivre la personne? Est-ce que la personne a son identité? D'où la réglementation du secteur en fait. Maintenant, l'autre problème qui peut-être peut sembler banal, c'est peut-être de voir quoi? C'est d'arriver à mieux coordonner les choses. Et je donne l'exemple d'une structure qui le fait bien. Par exemple, Ezekiel qui parle des articles à l'extérieur. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des agents dans certains pays. Quand vous commandez un article dans un pays donné, l'agent se déplace. L'agent va sur les lieux. L'agent vérifie la commande, s'assure de la fiabilité de ce que vous avez commandé, de la marchandise, et l'argent assure l'expédition de la marchandise. Et maintenant, la structure veille à ce que la marchandise arrive à destination. Et il faut arriver, on vous fait si on vous dit, ah, eh bien, vous avez fait passer telle commande, nous avons assuré la coordination, nous avons veillé à ceci, cela, l'article vient d'arriver, vous pouvez passer chercher. Pour moi, c'est pratiquement une méthode hybride. Hein. Oui. C'est-à-dire que ça devient plus ou moins physique et voilà, et en ligne, parce qu'il y a quand même une personne aujourd'hui qui va pouvoir aller palper la marchandise. Voilà, donc pour moi, c'est hybride et peut-être pour moi, c'est peut-être la meilleure solution aujourd'hui pour pouvoir assurer aux personnes qui veulent commander ou bien veulent acheter par e-commerce de pouvoir bien le faire en toute sécurité. Et moi, je dis, ceux qui veulent donner du crédit à ce qu'ils font, il serait bien, soit qu'ils installent des mécanismes comme cela, ou encore même qu'ils affichent leur vraie identité et si possible qu'ils aient une cellule juridique en interne. Et le juriste s'assure de la fiabilité du circuit. Et là, vous arrivez à vous démarquer des autres et les gens vous feront beaucoup plus confiance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Chacun se lève et puis dit, je vends des choses en ligne. Je suis ceci, je suis cela. Et on ignore même l'identité de ces personnes. Et facilement, les gens perdus dans cette histoire de l'e-commerce. Les gens font des AVC dans ça. Parce que quand tu fais confiance en une personne, tu te dis, voilà, le produit qu'elle me propose, c'est un produit à destination, c'est pas ça. Et à la fin, tu découvres que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ça t'atteint psychologiquement. Et j'irai plus loin. L'aspect juridique me tient à cœur parce que parfois, ce n'est pas à l'extérieur, c'est juste ici, sur le plan national. Mais
ceux que veulent vous recruter pour assurer la livraison, il faut aussi avoir leur identité. Si le livret est porté disparu, c'est des choses qui arrivent. Il y a de ces cas. vous commandez un article de haute importance de haute gamme et on vous dit ben le livreur voilà viendra, va vous livrer l'article et il ne vient jamais. Ou bien on voit la personne quitter, mais bon finalement on ne sait plus. Alors je dis il faut véritablement réglementer le secteur. Sinon l'e-commerce est une très bonne chose en soi. C'est vrai qu'il y a des esprits véreux qui essaient de polluer. Maintenant moi je dis en matière de business, ces contraintes-là doivent nous amener à réfléchir plus et mieux innover. L'innovation pour moi, c'est d'arriver à se démarquer des autres pour créer la différence et être unique dans ce que l'on fait. Et en ce moment-là, ça apporte du crédit. Aujourd'hui même, on a même des consultations en ligne. Bien sûr. Ce sont des innovations. Bien sûr. On a des télémédecine. Bien sûr. Et voilà où l'intelligence même artificielle nous amène aujourd'hui, où les gens même font des opérations, des interventions chirurgicales à distance. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas innover? Nous sommes dans un monde à l'ère du numérique. Et pourquoi nous-mêmes nous nuire encore à cette ère-là? Moi je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et quand vous voyez des choses comme ça, ça prouve à suffisance la maturité ou la vision de ces personnes. Si les gens qui sont dans ce pays-là ou les gens qui exercent dans ce secteur ont l'ambition de se hisser à un niveau donné, tout de suite ça se sent. Parce que si tout de suite vous faites des coups bas ou encore vous détournez les articles, vous essayez de peindre le secteur en noir, je ne suis pas sûr que vous allez atteindre un niveau donné. Ben voilà, donc Et puis ce n'est pas que parfois les personnes il y a des personnes qui ont des vraies boutiques en ligne, qui proposent de vrais articles en ligne, mais parfois c'est justement les personnes qui proposent qui sont victimes. Hein. Parce que aujourd'hui le dark web est devenu tellement dark que il y a des personnes qui peuvent détourner les fonds de transaction aussi que les gens font. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là en ligne, ils attendent juste que là commence à passer. Et que c'est au moment de la transaction que eux vont détourner cet argent-là. Et ça, c'est de la piraterie aussi. Donc c'est ça aussi qui pollue aussi ici vraiment l'environnement du e-commerce. Les gens ne le savent pas. Parfois, on se dit que en tout cas, c'est la personne qui a commandé qui n'a pas voulu payer alors que la personne a fait la transaction, mais la transaction a été détournée, etc. Il y a tellement de combines aujourd'hui qui font que voilà, ça peut polluer facilement cet aspect de. Et par rapport à ce qu'Ezekiel dit, moi je dis qu'il faut s'assurer de la fiabilité de nos sites internet. D'abord, quand vous voulez créer vos sites, il y a des structures qui doivent certifier vos pages ou vos sites. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'ai parlé du ministère de l'économie numérique, il y a aussi la cybercriminalité. Il y a tellement d'agences qui réglementent le secteur. Quand je prends même l'application SO Docteur TV, c'est pas que les gens se sont réveillés un beau jour comme ça pour dire ben écoutez, on a l'application SO Docteur TV. C'est tout un travail qui est fait. Et tous les jours, Dieu seul sait comment on vérifie les flux, on vérifie tout ce qui tourne autour de cette application. Exactement. Donc c'est la même chose. Lorsque vous décidez de faire du numérique, il faut vous assurer d'avoir les moyens qu'il faut et de veiller à la sécurité de ce que vous faites. Sinon, vous serez le gros perdant. Exactement. Et moi j'ajouterais qu'avant même de commencer par faire du e-commerce, il faudrait faire des recherches sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous ne faites pas étude, il faut faire des études pour faire de l'e-commerce. Si vous ne faites pas des études, si vous ne savez pas exactement dans quoi vous vous lancez, premièrement, c'est vous-même qui perdez. Parce que si quelqu'un vous arnaque ou un truc du genre, vous ne savez même pas vers qui vous orienter, tout ça. Avant d'entamer toute procédure, il faudrait forcément faire des recherches, être vraiment clair, net, limpide dans ce qu'on fait avant de pouvoir démarrer. Sinon, franchement, on sait comment ça se passe aujourd'hui. Il y en a qui veulent en faire tout du cas, Superman. l'e-commerce. Et ils se testent pour qu'un beau jour, ils vous surprennent comme ça. Ah ben écoute, tu sais, j'ai fait ceci. Et peut-être que quand on te propose le produit, tu dis non, c'est pas la peine. Tu vois les failles, tu dis voilà. Et puis il y a tellement de bons aspects, on pourra pas en discuter, mais si je prends par exemple le dropshipping par exemple, c'est un truc qui marche très bien. C'est les gens qui n'ont pas eux-mêmes des boutiques en ligne, mais qui sont comme des commerciaux en ligne. C'est-à-dire qu'eux, ils proposent des articles aux gens sur des sites et à chaque fois qu'on achète dans les boutiques qui sont créées par de vraies personnes, par de vraies boutiques, eux, ils gagnent des bénéfices. Ils ont leur pourcentage. Et c'est la preuve qu'on peut entreprendre à partir de rien ou encore de rien d'insignifiant. Voilà quoi. C'est le mindset. Il faut être réveillé. Il y a des gens qui sont tellement loin.
En tout cas, très chers téléspectateurs, vous savez, hein, nous donnons nos avis sur les sujets aujourd'hui. C'était nos avis par rapport à ce sujet. Nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu avec la pub et on revient juste après avec l'info du jour. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Si vous venez de nous rejoindre, merci, vous êtes bien entendu dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Au Nigeria, les experts appellent le gouvernement à résoudre le problème de la fuite de cerveau dans le secteur de la santé. Les précisions de nos confrères de la CGTN. Béatrice Kadangs a survécu à un cancer du sein. Elle a commencé son traitement au Nigeria mais s'est rendue aux États-Unis pour bénéficier de meilleurs soins et d'un meilleur soutien. J'ai été opérée ici, mais j'ai suivi tous les autres traitements aux États-Unis et le docteur Thomas Williams a été seul responsable de tout faire. Quand je dis tout, absolument tout, gratuitement. Il a même payé ma première prothèse. Selon l'Institut national de recherche et de traitement du cancer, plus de 120 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année au Nigeria, mais leur traitement constitue un défi de taille. Nous formons un grand nombre de médecins, mais ils partent. Ils ne gagnent pas autant qu'ils le devraient. Les gens se sont formés pendant longtemps, sont sortis et luttent pour survivre dans le pays, et ils trouvent qu'il est plus facile de partir. La Société nigériane de lutte contre le cancer a affirmé qu'il restait moins de 80 cancérologues dans le pays pour traiter des milliers de cas.
Le ratio spécialiste-patient serait tombé à 1 pour 1800, ce qui est bien supérieur au ratio recommandé d'un oncologue clinique pour 250 à 500 patients atteints du cancer. Les experts de la santé estiment qu'il est temps que le gouvernement améliore le bien-être des cancérologues et des autres personnels de santé et qu'il investisse davantage dans ce service critique en général. Il faut un système qui encourage les gens à rester. Vous les payez bien, vous les logez, vous leur offrez la sécurité. Cependant, parce que nous n'avons pas beaucoup de centres de traitement du cancer, nous avons besoin de plus de centres qui traitent les cancers. Le gouvernement nigérian a indiqué qu'il travaillait à la création de 6 nouveaux centres de traitement du cancer dans le pays. Le ministre de la Santé, Ali Pat, a souligné que le gouvernement avait également recruté environ 2500 médecins et autres personnels de santé l'année dernière dans le cadre des mesures visant à améliorer les soins de santé dans le pays. Cependant, les experts de la santé estiment qu'il s'agit d'une mesure à court terme qui ne tient pas compte de la situation dans son ensemble. Ils affirment que la pénurie de cancérologues et d'autres professionnels de la santé se poursuivra, entraînant davantage de décès si la protection sociale et la rémunération des professionnels ne sont pas augmentées. On ne cessera jamais d'évoquer ce problème, la fuite des cerveaux, maintenant dans le domaine dans le secteur de la santé. Ça, c'est encore plus grave. Parce que si, par exemple, il y a des milliers de personnes qui ont besoin d'avoir des soins et que peut-être il y a 20 spécialistes dans le pays, ça pose un problème. Je dirais que ce phénomène prend déjà une allure inquiétante parce que si dans le secteur de la santé, on assiste déjà à la fuite de cerveau, ça voudra dire que nous qui restons, notre santé est en danger. Mais oui, notre santé est en danger en ce sens où lorsqu'on aura besoin de spécialistes pour certaines interventions, on n'en trouvera pas. Justement. Et où encore, on sera obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Si on a les moyens, au pire des cas, la personne risque de perdre la vie comme ça, hein, parce que, bon, voilà, on n'a pas trouvé de spécialistes. Seuls ceux qui, peut-être, ont les moyens pourront s'offrir, voilà, celui d'aller à l'extérieur ou bien de faire déplacer un spécialiste. Et ça, c'est un danger. Et maintenant, quand des choses comme ça se passent, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'on assiste à cette fuite de cerveau? Ce n'est pas que le Nigeria. Aujourd'hui, dans nombre de pays africains, on assiste à cela parce que il y a comment je vais dire ça? Il y a de belles offres de l'autre côté, et parce que peut-être ici sur le plan national, les gens pensent que les gens n'ont pas cette assistance là, ils ne sont pas vraiment écoutés, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils se disent je préfère aller de l'autre côté, c'est un facteur parmi tant d'autres. On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. On n'a qu'à dire les thèmes, Jacques. Il faut dire la vérité. J'essaye de contourner. Si les conditions, bien évidemment, sont réunies, financières, mais aussi conditions de travail sont réunies, bon, je pense que aucune personne n'est plus motivée que si une personne qui travaille dans de bonnes conditions et qui a la rémunération financière qu'il faut. Donc voilà, que les thèmes soient dits. Moi je pense que c'est une question d'argent, c'est une question de conditions de travail. Il faut que les gens soient payés aussi à la hauteur du travail qu'ils font. Et il faut voilà, que les conditions de travail soient réunies pour que les gens puissent s'épanouir dans leur travail. Donc voilà, il ne faut pas passer par 22 chemins aussi. Ça voudra dire que les pouvoirs publics, les décideurs doivent commencer par réfléchir et trouver de vraies solutions. Exactement. De vraies solutions. Pour optimiser. Vous imaginez le nombre de médecins qui sortent des facultés chaque année. Et si sur ce nombre-là, les gens préfèrent aller de l'autre côté, bon, on a déjà un problème. Ça voudra même dire que l'avenir même n'est pas préparé. Ouais, il y a un danger. Moi je dis, la fuite de cerveau, surtout en médecine, c'est un danger. En tout cas, ce qu'on espère, c'est tout simplement que les moyens accompagnent véritablement ce secteur-là pour que les fuites de cerveau ne soient plus à l'ordre du jour. Franchement, parce que ça y va de la santé de la population. Une population qui n'est pas en bonne santé, c'est une population qui ne vit pas en fait. Du coup, il faudrait que les moyens accompagnent véritablement ces personnes-là qui travaillent dans le secteur de la santé. Parce que des fois, quand on leur tend les micros, c'est des personnes qui parlent aussi, c'est des personnes qui ont également des choses sur leur cœur et qu'ils disent que voilà, c'est parce que telle chose a fait tant, je ne veux pas rentrer dans les détails.
C'est parce que tant fait tant que c'est comme ça. Donc si les tant là, on peut par occasion gérer le problème. Bon, ayez pitié de nous qui ne sommes pas des médecins. Franchement, il n'y a pas qu'en médecine. Les gens, oui, il n'y a pas qu'en médecine. Mais pour ce sujet, mais pour ce sujet quand même, c'est dans le secteur de la santé. C'est pourquoi moi je suis focus sur même des gens qui ne sont pas dans le domaine de la santé dans ces pays pour aller travailler dans le domaine de la santé de l'autre côté. Donc vous comprenez que la demande là-bas est grande et que s'il faut mettre des moyens, eux ils vont les mettre. Et si on ne fait pas pareil, pas forcément, les gens iront chercher ailleurs. Que Dieu fasse grâce. C'est ça. Mon frère. Bon. C'est le bien-être. On va pas trop spéculer. C'est le bien-être. Eh bien, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et retrouver notre invité du jour. Accept the reality to be healed from this tropical illnesses. Elles sont négligées. Les maladies tropicales négligées. Il faut pas les négliger. Les maladies tropicales négligées. On va fourrer mes dandans, on fourrer mes dandans. On va fourrer mes dandans, on fourrer mes dandans. Si le cancer te prend la vue, c'est irréversible. La lèpre au stade final, irréversible. L'éléphantiasie au pied, c'est irréversible. Les médocs sont gratuits, faut te faire suivre. Il faut pas les négliger. Les maladies tropicales négligées. On a fourré mes dandans, oh, fourré mes dandans. On a fourré mes dandans, oh, fourré mes dandans. Nala siama chonalo, rilanjile. Miladi vanda, minandi miakwele. Ncholo bana longtemps, yandi ncholo bana longtemps. Doto la himpele na longtemps, malanda mincholo bana longtemps. Les Kenyana. Kondi nangu kuledu, nyafu konyam yala dandu. Nauna de yalande wonda sonja, mituri ke onta mituri. Watanela nyaule nangu, nyau foko nyau, watanela nyau foko nyau. Pour prévenir les maladies, il faut accepter de prendre les médicaments avant de vous mettre en danger. Fanyalonde basidi morotanka dakaro jugusi ya mama ibasi onara anya sotala anya dakaro ludanda kabulu danda anya dakaro ludanda kajankaro ludanda Você
anafa unja. Alatala menge unatanga. Accept the reality to be healed from this tropical illnesses you forgot. Meningitis, elephantiasis, leprosy, and river blindness. You can save the life of the children. You can save the life of the nation. Come and be healed. Just take your time to be inoculé. Sans négligé. Les maladies tropicales négligées. Il faut pas les négliger. Les maladies tropicales négligées. Oh, fure me dango, fure me dango, fure me dango, fure me dango. Retour donc au plateau en compagnie de notre invité du jour. Je vous le disais à l'entame de cette émission que nous aurons aujourd'hui à parler de la sensibilisation à la gestion des déchets solides. Et ce sera avec Monsieur Traoré Nazif qui est responsable de la gestion des déchets solides du côté de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, pour faire plus court, ANASAP. Alors bonjour Monsieur Traoré. Bonjour Madame Blandine. Comment vous portez-vous? Je me porte très bien. Bonjour aux téléspectateurs de SOS Dr TV. C'est un plaisir pour eux. Je réponds à leur place. Alors, je le disais, hein, Jacques, nous allons parler de la sensibilisation à la gestion des déchets solides. Et déjà, quels sont les principaux types de déchets solides produits en milieu urbain? Et comment peuvent-ils être triés très efficacement? Merci beaucoup, Madame Blandine. Et avant toute chose, permettez-moi de remercier le premier responsable de cette chaîne qui me donne l'opportunité de nous exprimer sur la gestion des déchets. Et initialement, je voudrais faire un petit focus pour présenter la NASAP, puisque je viens d'une structure que beaucoup ignorent. La NASAP, c'est l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. C'est une agence qui a été créée par décret présidentiel 082/PR du 12 décembre 2013. C'est un organisme d'appui conseil, en fait, qui oriente l'État dans la prise de décision. La mission principale de cette agence est d'instaurer un cadre de vie favorable au bien-être de la population sur toute l'étendue du territoire national. Elle promeut, veille à la concertation, à la coordination et à la supervision de toutes les actions et interventions sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu présenter la NASAP et ses missions. Donc revenons-en à la question par rapport aux déchets solides, aux différentes typologies de déchets solides. Là également, je voudrais un peu nuancer pour quand même qu'on puisse expliquer ce que c'est que le déchet en lui-même. Le déchet a plusieurs définitions. On peut entendre par déchet tout ce qui ne nous est plus utile et nous décidons donc de jeter. Le déchet est variable. Ce qui est déchet pour X peut être une valeur pour l'élément Y. Donc la notion de déchet est variable comme nous l'entendons. Mais on suppose que les déchets, c'est tout ce qui ne nous est plus utile et dont nous décidons de mettre ça au rebut. Et en s'appuyant sur les statistiques et sur la caractérisation qui est récemment faite en termes de déchets, on peut serier trois grandes catégories de déchets solides. Il y a ce que nous mettons dans la classe des déchets biodégradables, biocompostables. Il y a la catégorie des déchets non biodégradables et il y a la grande catégorie des déchets dangereux. Qu'est-ce que nous mettons dans la première catégorie, la classe des déchets biocompostables? Là, c'est ce que nous connaissons, il s'agit des déchets verts. Les déchets issus des tonnes de fleurs, les gazons et autres, tout ce qui est papier, les restes d'aliments, ça rentre dans la catégorie des déchets biocompostables. La seconde catégorie, c'est les déchets non biodégradables. Là, on retrouve tout ce qui est métaux, fer, plastique, canettes et consorts. Ça se retrouve à ce niveau. Par exemple, les gravats, les résidus des travaux BTP, consorts rentrent dans cette catégorie de déchets. Et en dernier recours, les déchets dangereux, là, on peut retrouver tout ce qui est piles, batteries, seringues et autres là. Et ça, sur un circuit. Comment nous pouvons gérer les trois grandes catégories de ces déchets? Et idéalement, il est recommandé quand même
qu'au niveau, que ce soit au niveau des ménages, au niveau des commerces, au niveau des industries, qu'on puisse disposer de plusieurs types de poubelles et qui vont avec vraiment ces catégories de déchets. Lorsque vous prenez une poubelle de nature, de couleur verte, c'est tout ce qui est biodégradable dont je viens de citer. Donc, dès que vous voyez une poubelle de couleur verte, c'est tout ce qui rentre dans les déchets biodégradables. L'autre poubelle qui peut être peut-être de couleur jaune ou bleue peut contenir tout ce qui est non biodégradable, les canettes, d'autres résidus et consorts. Et lorsque la poubelle est rougeâtre, on sait déjà à partir de la couleur ce que ça veut dire, le danger de mort. Oui. Donc tout ce qui est seringue, pile et autres, là peut être drainé. Et comment nous devons efficacement gérer cela? Idéalement, c'est que par rapport au schéma de gestion des déchets, il y a un mécanisme que nous appelons la pré-collecte. La pré-collecte, idéalement, c'est qu'il y a les bennes tasseuses qui viennent chaque jour. Et spécialement, quand la benne arrive, elle n'enlève que les déchets d'une poubelle. La benne ne peut pas venir enlever les poubelles à la fois bleues, jaunes et rouges et partir là. Ça fait un mélange. Puisque nous avons déjà serré les déchets, on ne peut plus les fusionner. Donc il y a l'autre benne tasseuse qui vient en second lieu pour enlever les déchets, par exemple les déchets non biodégradables. Donc ça suit un circuit. De sorte que les déchets biodégradables sont envoyés directement vers les biodigesteurs pour la transformation. Les déchets biocompostables, ça peut servir de nourriture des animaux et consorts. On peut transformer ça en compost pour fertiliser les sols. L'autre benne tasseuse qui vient pour collecter les déchets non dangereux, à ce niveau, comme il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, on peut faire un tri encore sélectif pour sortir tout ce qui est canette à part, tout ce qui est verre, tout ce qui est ferraille, et il y a un recyclage qui se fait et c'est rentré dans un autre circuit. Maintenant, en troisième recours, il y a aussi un camion dédié pour les déchets dangereux qui vient spécialement pour enlever cela pour une destination bien précise. Il y a de ces infrastructures aujourd'hui aménagées pour abriter tout ce qui est déchets dangereux et autres. Il y a des partenaires au Ghana et au Nigeria qui prennent de ces déchets pour les recycler et donner de la valeur. Malheureusement, ça c'est l'idéal. Et sur le terrain, le constat est tout autre. C'est là où je voulais en venir parce que j'ai eu un film dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que les trois bennes là viennent? Comment ça se fait? Parce que généralement chez nous, quand c'est plein, on sort ça à la devanture et puis on dit les agents vont passer peut-être en fin de semaine. On vient, on prend le tout, on met ça, fait un fourre-tout et puis bon voilà, on dit on a débarrassé voilà, les déchets. Puis voilà, la vie continue. Ça m'a amené vraiment à me poser assez de questions sur en tout cas la façon dont ça se trie, mais bon. C'est bien de le savoir, c'est bon à savoir quand même. Comme je le disais tantôt, bien évidemment, malheureusement c'est la réalité du terrain, tout est lié aux ressources, tout est lié à la sensibilisation, à l'organisation du secteur. Sinon actuellement ce qui se fait, c'est rare de voir une poubelle, un ménage qui dispose de deux poubelles. La plupart c'est une poubelle, c'est du fourre-tout, que ce soit les déchets dangereux, tout y va. Et les précollecteurs n'ayant pas de moyens, c'est une seule benne tasseuse, un seul camion qui vient pour ramasser. Là où nous arrivons un peu à rectifier un peu les tirs, les déchets là sont convoyés au niveau de ce que nous appelons les centres de recoupement, les centres intermédiaires qui reçoivent les déchets. Et à ce niveau, il y a de ces embryons d'associations ONG qui sont dans la valorisation dans le tri, qui essaient d'envoyer leur équipe là-bas pour essayer de récupérer tout ce qui est ferraille. Vous le savez bien, aujourd'hui le ferraille est un peu rare dans les déchets. Tout ce qui est ferraille, les plastiques à part qui sont réinjectés dans le système pour la production de nouveaux produits. Mais les réflexions sont en cours, vu que la NASAP aujourd'hui est rentrée dans le jeu de la gestion des déchets. Nous sommes en train vraiment d'élaborer un plan pour essayer de relever ce défi. Depuis les ménages, comment essayer de gérer les déchets pour réduire déjà à la base même des déchets au niveau des industries et consorts, pour qu'au moins la chaîne puisse sembler un peu à ce qui se fait à l'extérieur. Et vivement que ce défi puisse être relevé, parce qu'aujourd'hui on ne va pas quand même se tromper. On voit beaucoup plus la NASAP sur le terrain. Tous les jours que Dieu fait, on va quand même rencontrer un agent de la NASAP sur la route. Et moi je dis, c'est à féliciter vivement que les moyens soient beaucoup mis en place pour aider à ce que ces différents défis-là soient relevés. Et justement pour que ces défis-là doivent être relevés, parce que quand on prend la gestion des déchets solides, une mauvaise gestion, est-ce que cela n'a pas d'impact? Forcément, quelles conséquences même sur l'environnement? Parce qu'il faut assainir l'environnement. Quelles conséquences? Et un environnement qui n'est pas bien assaini, forcément, ça doit impacter la santé des populations. Comment est-ce que la NASAP arrive à s'y prendre? Merci beaucoup. Nous sommes tous d'accord que la très mauvaise gestion des déchets a un impact très significatif sur l'environnement que nous connaissons. Lorsqu'on se réfère aux statistiques qui ont été faites en 2021,
il ressort que la mauvaise gestion des déchets représente, disons, 8% de la production des gaz à effet de serre au niveau mondial, surtout côté africain, comparativement aux États-Unis où ce taux en termes de gestion des déchets génère que 2%, 3% en Chine et 5% en France. Ce qui voudrait dire qu'au niveau de l'Afrique, la gestion des déchets, c'est-à-dire la mauvaise gestion des déchets, occupe vraiment un rang aussi pas non négligeable. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par là comme conséquence? Et la première conséquence, vous le savez très bien, lorsque la chaîne est brisée, nous attendons forcément à des dépotoirs sauvages, ça et là. Et c'est ce que nous vivons. Seconde chose, c'est que ces dépotoirs sauvages, lorsque nous les voyons, nous pensons que c'est rien, mais les dépotoirs sauvages se dégradent. Et lorsque ces dépotoirs se dégradent, ça libère ce que nous appelons le carbone noir et du méthane. C'est des gaz très dangereux qui endommagent la couche d'ozone. Aujourd'hui, ce que nous vivons comme anomalie, changement climatique, réchauffement de la planète, c'est lié à cela. Donc, en traitant très bien les déchets, c'est que nous sommes en train de préserver notre environnement. Donc, l'une des conséquences aussi, au-delà des dépotoirs sauvages, il faut dire que la libération de ces gaz dangereux aussi concourt vraiment à détériorer notre couche d'ozone avec des impacts significatifs. L'autre conséquence que nous vivons d'ailleurs tous les jours, c'est les inondations. Aujourd'hui, l'incivisme a pris le dessus, il y a les moyens qui sont là, il y a du CAF au niveau de la précollecte, les précollecteurs n'ayant pas aussi des moyens, il y a aussi le refus de certains ménages aussi à s'abonner, et on transformé les caniveaux, les ouvrages d'assainissement en réceptacles de déchets. Vous voyez les bassins qui ont été aménagés, les canaux, les caniveaux, sont devenus des réceptacles de déchets. Ces ouvrages en temps normal devaient jouer un rôle d'écoulement des eaux pour que les eaux puissent librement vaquer et couler d'un point A à un point Y. Mais lorsque ces ouvrages sont transformés en des réceptacles, pendant la saison des pluies, nous devons forcément nous attendre à des risques d'inondation qui va forcément déloger nos paisibles populations. L'autre conséquence aussi, c'est la pollution marine. Lorsque les déchets sont éparpillés, aujourd'hui, sous nos mers, c'est des tonnes de déchets qui sont emmagasinés et ce qui contamine notre nappe phréatique. Ça contamine les nappes phréatiques parce que nous sommes en train de faire les forages ça et là. Lorsque la nappe est contaminée et que vous extrayez l'eau, attendez-vous aussi à des maladies. L'autre côté, sur le plan sanitaire, nous devons aussi en parler. C'est-à-dire en consommant de ces eaux polluées, contaminées, il y a des maladies diarrhéiques qui vont se développer. Aujourd'hui, nous parlons de choléra à Lomé. Et lorsque vous fouillez, les zones où le choléra est en train de sévir, c'est les zones dans lesquelles les déchets sont très mal gérés. Donc voilà un peu les quelques conséquences que je peux citer qui sont en lien avec la mauvaise gestion des déchets. C'est vrai qu'aujourd'hui, la NASAP est sur le terrain, mais on ne va pas dire qu'il n'y a que la NASAP qui doit faire le travail. Moi, souvent, je dis que c'est du 50-50. La NASAP fait son travail, la population doit également faire son travail. Comment amener la population à vraiment comprendre le problème et surtout, comment est-ce que cette population peut participer activement à la gestion des déchets solides? Parce qu'après tout, il faudrait qu'ils comprennent avant de pouvoir participer surtout. Merci beaucoup. Je voudrais sur ce plateau profiter de l'occasion pour saluer le directeur général de la NASAP qui a pris le soin de mettre, pas une cellule, une direction en charge de la communication. J'avoue que nous, toujours, notre direction est au four au moulin pour sensibiliser la population quant à ce qui concerne les bons gestes en matière d'assainissement, en matière de gestion des déchets. Comme vous le dites, nous le faisons et nous parlons, nous donnons les conseils ça et là pour que la population comprenne qu'est-ce qu'il faut faire et les risques qu'ils encourent en adoptant les mauvais comportements. Donc, pour dire cela, c'est-à-dire sur le plan communication, il y a un travail de fond qui est en train de se faire au niveau de la NASAP chaque jour, au niveau des écoles, au niveau des médias. Nous avons d'ailleurs même un partenariat avec les médias de la place et nous invitons nos partenaires ensemble. Nous essayons de débattre de ces sujets, de ces sensibilisations sur les déchets, sur l'assainissement, sur l'hygiène et conso. Voilà un peu ce qui est en train de se faire. Et comme contribution que nous attendons de ces populations, c'est que les habitants doivent adopter des comportements écologiques. Je prends par exemple, chaque habitant a le devoir de disposer d'une poubelle, de s'abonner à un institut de précollecte. Une chose aussi est de s'abonner, l'autre aussi est de payer les redevances. Il faut s'abonner, il faut payer les redevances. Il faut trier à la limite les déchets à la source. Et si possible, en tant qu'habitant d'une localité, s'organiser en groupement, en club, en association écologique pour mener des actions qui vont concourir aussi à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction des déchets sur le territoire. Cela aussi va concourir, va aider les efforts déjà que la NASAP est en train de se faire sur le terrain.
Merci. Mais c'est vrai qu'il y a des solutions pour amener les gens, la sensibilisation, pour encourager les gens à adopter des comportements responsables. Mais comment est-ce qu'on peut aider les gens à réduire, à empêcher ou encore à réduire, à participer plutôt à la réduction des déchets solides dans notre environnement? Parce que est-ce que la sensibilisation seule suffit? Comment faut-il procéder au juste? Merci beaucoup, merci. J'avais parlé tantôt de la sensibilisation, une direction que nous avons dans notre enceinte. Au-delà de la sensibilisation, vous voyez aujourd'hui les pays qui ont évolué au-delà de la sensibilisation, on essaie de sévir. C'est-à-dire, j'ai parlé tantôt aussi de l'incivisme. Il faut reconnaître qu'au niveau de la brigade, le législateur, en créant la NASAP, a pris soin également d'insérer une brigade de salubrité composée de la police et de la gendarmerie. C'est cette brigade-là qui nous aide en termes de contrôle des normes environnementales. Tout ce qui ne va pas, donc c'est avec cette brigade que nous essayons de faire réellement sur le travail. Venons à la question que vous avez posée, pour répondre s'il vous plaît. Oui, comment amener les gens à réduire, en tout cas, à contribuer à la réduction des déchets solides dans nos villes? Bon, là, c'est une question, je dirais, une question profonde, parce que c'est une question multifacette. Il y a la stratégie au niveau des ménages, il y a la stratégie peut-être au niveau des commerces, et l'autre stratégie au niveau des industries, qui sont même les producteurs même des premières matières premières qui concourent à la gestion, à la libération des déchets. Au niveau des ménages, par exemple, on peut promouvoir ce que nous appelons le 3R, c'est-à-dire la réutilisation, la revalorisation et le recyclage. La réutilisation, c'est quoi? Supposons aujourd'hui que dans votre maison, vous prenez une bouteille d'eau, vous finissez et puis vous mettez dans la poubelle. Ça veut dire que c'est un déchet que vous créez. La réutilisation voudrait dire qu'après l'utilisation de la boisson qui est dans votre bouteille, vous rincez la bouteille et vous la reconditionnez, vous l'utilisez à d'autres fins. Vous mettez une poudre dedans, d'autres substances dedans. Ça veut dire que vous réduisez la quantité de déchets. Et en le faisant ainsi, votre abonnement, si votre abonnement était à 10 000, peut-être moins vous produisez, moins vous serez facturé. Le recyclage, c'est quoi? C'est qu'il faut aussi, à un moment donné, que les ménages fassent le tri à la base. Comme je l'avais dit tantôt, si on fait le tri, tout ce qui est compostage, chaque ménage peut avoir son mini biodigesteur. Il peut produire du compost pour fertiliser son petit jardin dans la cour, ainsi de suite. C'est ce qu'on peut recommander au niveau des ménages pour réduire les déchets. Le tri à la base, le recyclage à travers le compostage, et puis la réutilisation des matières premières, comme je l'ai dit, peut-être les sacs et autres là, les sacs d'achat, les emballages et autres. Au niveau des commerces aussi, il faut aussi promouvoir les sacs réutilisables. Pas des sacs qui s'effritent, que ce soit des sacs non biodégradables. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit des sacs biodégradables, mais qui sont durables, utilisables. Lorsque vous prenez certains pays, par exemple la France et d'autres pays, vous arrivez dans une boutique, vous achetez quelque chose, vous voyez le prix de l'article qui est peut-être à 10 €, mais après l'emballage, vous retrouvez que le prix est à 10,5 €. Comment ça s'est passé? C'est que l'emballage vous a été facturé. Si on adapte de ces stratégies, je pense qu'en allant à la boutique, ça va amener les gens à ne plus jeter les sacs. Et en allant à la boutique, ils vont tenir les sacs aussi pour pouvoir maintenant éviter les frais supplémentaires qui devraient être. Donc voilà la stratégie au niveau des commerces, supermarchés, que nous pensons qu'en adoptant, cela va concourir aussi à réduire. Au niveau par exemple des industries, puisque tout parle d'eux, c'est eux qui produisent les matières premières et c'est à partir d'eux. Il y a le principe pollueur-payeur. Quand vous produisez un déchet, il y a une convention qui a été signée par le Togo, principe pour vous produisez un déchet, vous avez le devoir aussi d'assurer le traitement de ces déchets. Donc en tant qu'industrie à ce niveau, on peut promouvoir les trucs en vrac. Moi c'est ce que je pense. Exemple, vous commandez un riz de 50 kg qui est émietté en sac de 2 kg, 2 kg. C'est le même contenu. À la fin, vous allez vous retrouver avec les emballages de 2 kg, 2 kg, plus le gros emballage. En adoptant peut-être les trucs en vrac, on réduira considérablement aussi le volume de déchets qu'on aurait à la fin à générer. Et pour finir, peut-être cette industrie pour réduire les déchets, vu que c'est ces industries qui sont à la base dans la production des déchets, c'est de pouvoir financer les petites associations et autres là qui essaient un tant soit peu de recycler. C'est-à-dire ça réduit les déchets. Donc en finançant ces associations ONG, on concourt également aussi à réduire les déchets de façon beaucoup plus globale. Une curiosité. Très rapidement. Une curiosité. Vous avez fait mention d'une brigade créée en interne de la NASAP pour veiller à ce que le respect des normes.
par curiosité, est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne constate plus vraiment les agents d'hygiène ou voilà, les services d'hygiène sur le terrain, pas trop vraiment comme dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on constate quelques irrégularités par endroit, est-ce qu'on peut contacter directement le service de la NASA qui pourra peut-être faire déployer sa brigade pour veiller, pour peut-être constater ou peut-être réprimander quelque chose comme ça? Merci beaucoup. Je pense que c'est le quotidien même de notre brigade. Chaque jour que Dieu fait, la brigade est sur le terrain, rien que pour gérer les plaintes. Nous avons notre standard, nous avons une ligne verte aussi à travers laquelle les gens appellent. Et c'est excusez-moi, je reviendrai un peu sur le numéro. Donc, les gens appellent nuit et jour. Aujourd'hui, il y a des centaines de plaintes qui ne sont même pas encore gérées. Les déversements anarchiques des eaux, les vidanges et autres, l'élevage des animaux en milieu urbain, autres, là. Trop de nuisances. Les bars et autres, les moulins, les églises. Donc, vraiment, la brigade, il faut saluer, je salue au passage aussi le commandant de la brigade qui essaie vraiment de faire de son mieux par rapport à Lomé. Comparativement au début de la NASAP et maintenant, vous allez voir aujourd'hui, c'est difficile de voir un camion transportant les matériaux, gravats, gravier, sans être bâché. C'est grâce à la NASAP. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un camion vidangeur qui passe et puis les résidus chuintent, vraiment ça dérange. C'est très rare. Entre-temps, vous passez, vous allez remarquer que juste après votre passage, c'est un camion qui passe, c'est les graviers qui essaie de clabousser sur la voie. Donc tout ça là, c'est grâce à la brigade qui essaie de faire de son mieux sur le terrain. Merci. En tout cas, merci beaucoup et beaucoup de courage à eux. Le numéro c'est le 8204. Je l'ai tantôt, c'est le 8204. 8204. C'est en même temps utile pour les téléspectateurs de SSTV. Au besoin, ils peuvent nous contacter. 8204. C'est gratuit. Très gratuit. Vous pouvez parler tout dit. Ils comprennent toutes les langues là-bas. Bien sûr, nous sommes polyglottes. Voilà. Eh bien, M. Traoré, nous tendons justement vers la fin de notre entretien. Quels seront vos mots de fin à l'endroit de nos chers téléspectateurs? J'ai beaucoup à dire parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la gestion des déchets, il y a matière. Et les déchets ont multifacettes. Lorsque vous gérez très bien les déchets, c'est ce que d'autres appellent de l'ordure. Ordure, ce n'est pas des ordures, c'est de l'ordure. Lorsqu'on gère bien les déchets à travers le recyclage, on peut se faire énormément de ressources. On peut gagner, on peut créer de l'emploi, on peut créer de la richesse. Mais lorsque c'est mal géré, nous nous portons préjudice parce que notre santé même est en danger. Notre environnement est en danger. Et donc, nous avons intérêt pour sensibiliser. J'invite vraiment nos populations à écouter les conseils que la NASAP a l'habitude de donner sur les médias, d'adopter des comportements éco-responsables en s'abonnant, en ayant régulièrement les poubelles, en faisant le tri, en faisant aussi le compostage. Je profite au passage pour dire que la NASAP, au-delà de ces conseils que nous donnons, nous avons initié un petit projet pour encourager les ménages qui essaient de faire la différence. C'est vrai que la brigade au passage essaie de réprimander des amendes pour ceux qui ne font pas bien, mais le DG de la NASAP a aussi pris la mesure de la chose pour dire, tiens, lorsque vous prenez, vous amendez certains qui ne font pas du bien, il faut à un moment donné encourager ceux qui font. Donc nous avons initié un projet qu'on appelle ménage propre. Ça fait banalement 3 ans que nous le faisons en collaboration avec les communes, les CDQ. On essaie de faire des enquêtes et des sondages pour sélectionner les ménages qui font assez d'efforts, avoir les poubelles, nettoyer régulièrement sa cour, curer les caniveaux à sa devanture s'il y en a. Et il y a une enveloppe de 100 000 qui est donnée à chaque ménage. L'idée de l'encourager, ça permettra soit peut-être de payer encore sur 1 à 2 ans son abonnement de pré-collecte, de renouveler ses poubelles, d'améliorer encore son cadre de vie. Donc j'invite vraiment les populations à faire ceci. Lorsque vous vous aimez, vous devez aimer votre écosystème, votre environnement. C'est justement le pourquoi la NASAP, en choisissant son slogan, a dit « J'aime ma ville, j'en prends soin ». Donc j'aime mon environnement. J'en prends soin. En tout cas, j'aime ma ville, j'en prends soin. C'est très bien, c'est essentiel. C'est le bien-être. Parce que toi-même, tu sais, quand il s'agit de bien-être, c'est là-bas que je suis. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Nadib, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion des déchets solides du côté de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique à NASAP. Merci Acha, également Jacques, merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Pour aujourd'hui, c'est fini. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission
le plateau du bien-être. Et je n'oublie pas, bien entendu, de dire un sincère merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce matin. Et grand merci également à toute l'équipe de Anaza, parce que avant qu'il ne soit sur ce plateau, ça n'a pas été simple. Eh bien, à demain pour un tout nouveau numéro de cette émission. Au revoir. Okay.